Dans le déroulement de l'exposé des charges qui pèsent sur les accusés, mes collègues britanniques et américains ont apporté la preuve que ces hommes ont formé et exécuté un plan, un complot pour la domination de l'Europe. Ils vous ont montré de quels crimes contre la paix ces hommes s'étaient rendus coupables, en déclenchant des guerres injustes. Ils vous ont montré que tous, en tant que chefs de l'Allemagne nazie, avaient prémédité des guerres injustes et avaient participé au complot. Puis, mes collègues français vous ont soumis des documents établissant que les accusés chefs à divers titres de l'Allemagne nazie sont responsables de violations répétées des lois et coutumes de la guerre, commises par des hommes du Reich au cours des opérations militaires. Et cependant, il nous reste encore à vous exposer les atrocités dont les hommes, les femmes, les enfants des pays occupés de l'Ouest ont été victimes. Nous nous proposons d'apporter ici la preuve que les accusés, en tant que chefs de l'Allemagne hitlérienne, ont systématiquement pratiqué une politique d'extermination dont la cruauté s'est accrue de jour en jour jusqu'à la défaite allemande. Que ces atrocités, les accusés les ont conçues, les ont voulues, les ont prescrites comme faisant partie d'un système qui devait leur permettre d'accomplir un dessein politique. Ce dessein politique est le ciment qui lie étroitement les uns aux autres tous les faits que nous allons vous exposer. Les crimes contre les personnes et les biens présentés jusqu'ici par mes collègues du ministère public français étaient étroitement liés à la guerre. Ils conservaient donc un caractère très net de crime de guerre stricto sensu. Ceux que je vais vous exposer les dépassent par leur portée, par leur sens. Ils entrent dans les plans d'une politique d'expansion au-delà de la guerre même. C'est Hitler lui-même qui a donné la définition de cette politique dans l'un de ses discours, le 16 mai 1927, à Munich. Il abusait ce jour-là ses auditeurs sur le danger que la France, pays rural, peuplé de 40 millions d'habitants seulement, pouvait faire courir à l'Allemagne, pays déjà surindustrialisé et riche de près de 70 millions d'hommes. Ce jour-là, Hitler dit: il n'y a qu'une seule possibilité pour l'Allemagne d'échapper à son encerclement, et c'est la destruction de l'État qui, de par la nature même des choses, sera toujours son ennemi mortel, c'est la France.
Lorsqu'un peuple voit que son existence tout entière est menacée par un ennemi, il ne doit avoir qu'un seul but, à savoir l'annihilation de son ennemi. Durant les premiers mois qui suivirent leur victoire, les Allemands parurent avoir abandonné leur dessein d'annihilation. Ce n'était qu'une tactique. Ils espéraient entraîner dans leur guerre contre la Grande-Bretagne, contre l'Union des républiques socialistes soviétiques, les nations de l'Ouest qu'ils avaient subjuguées. En dosant la fourberie et la violence, ils tentèrent de faire entrer ces nations de l'Ouest dans la voie de la collaboration. Les peuples résistèrent. Alors, les accusés abandonnèrent leur tactique, en revinrent à leur projet d'annihilation, de destruction des peuples vaincus, pour créer en Europe l'espace nécessaire aux 250 millions d'Allemands qu'ils espéraient y établir au cours des générations à venir. Cette destruction, cette annihilation, je reprends les termes mêmes d'Hitler dans son discours, furent entreprises sous des prétextes divers. Élimination des races inférieures ou négrifiées, extermination du bolchevisme, destruction des influences judéo-maçonniques hostiles à l'établissement de ce pseudo-nouvel ordre européen, en réalité, cette destruction, cette élimination, cette extermination tendirent à l'assassinat des élites et des forces vives qui faisaient échec au nazisme. Elles tendirent aussi à la réduction du potentiel vital des peuples asservis. Tout cela fut fait. Je vais vous le démontrer en exécution d'un plan délibéré dont l'existence est prouvée, entre autres, par la répétition et la constance des mêmes faits dans tous les pays occupés. Devant cette répétition, devant cette constance, il n'est plus possible de prétendre que seul celui qui a exécuté le crime est coupable. Cette répétition et cette constance prouvent qu'une même volonté criminelle a uni tous les membres du gouvernement allemand, tous les chefs du Reich allemand. C'est de cette volonté commune qu'est née la politique officielle de terrorisme et d'extermination qui a dirigé les coups des bourreaux. Et c'est pour avoir participé à la formation de cette volonté commune que chacun des accusés ici présents a été placé au rang des principaux criminels de guerre. Je reviendrai sur cette idée quand, ayant achevé mon exposé des faits, il me faudra, selon la tradition juridique de mon pays, qualifier le crime. Permettez-moi de vous donner, dès maintenant, quelques indications sur la façon dont, avec votre autorisation, j'entends conduire mon exposé.
Les faits dont je dois vous apporter la preuve résultent de témoignages multiples. Nous aurions pu appeler à cette barre d'innombrables témoins. Leurs déclarations ont été recueillies par un office français de recherche des crimes de guerre. Il nous a semblé que ce serait simplifier les débats, les abréger, que de vous proposer seulement des extraits des déclarations que nous avons reçues par écrit. Avec votre autorisation, donc, je m'en tiendrai à la lecture de passages de témoignages écrits recueillis en France par des organismes officiels habilités à la recherche des crimes de guerre. Cependant, si au cours de l'exposé, il paraît nécessaire de faire entendre quelques témoins, nous y procéderons, mais avec le souci constant de ne ralentir en rien les débats et de les porter à leur conclusion, à celle qui s'impose et que nos peuples attendent. Toute la question des atrocités est dominée par la politique terroriste allemande. Sous cet aspect, elle n'est pas sans précédent dans la pratique germanique de la guerre. Nous avons tous conservé le souvenir des exécutions des otages de Dinant pendant la guerre de 1914, des exécutions des otages de la citadelle de Laon ou des otages de la citadelle de Senlis. Mais le nazisme a perfectionné cette politique terroriste. Pour lui, la terreur est un moyen de subjuguer. Nous avons tous présent à l'esprit la projection de ce film de propagande qui fut faite à Oslo notamment à la veille de l'invasion de la Norvège. Pour le nazisme, la terreur est un moyen de subjuguer tous les peuples asservis pour les soumettre aux fins de sa politique. Les premiers signes de cette politique terroriste durant l'occupation, tous les Français les ont encore en mémoire. Ils virent apparaître sur les murs de Paris comme des moindres villages de France, quelques mois seulement après la signature de l'armistice, des affiches rouges bordées de noir annonçant les premiers assassinats d'otages. Nous connaissons des mères qui apprirent ainsi l'exécution de leurs fils. Ces exécutions, l'occupant y procédait à la suite d'incidents anti-allemands. Ces incidents étaient la réponse du peuple français à la politique officielle de collaboration.
la résistance contre cette politique se renforça, s'organisa, et avec elle les mesures répressives s'accrurent en intensité jusqu'en 1944, point culminant du terrorisme allemand en France et dans les pays de l'Ouest. À ce moment, l'armée, la police, les SS ne parlent plus d'exécution d'otages. Ce sont de véritables expéditions de représailles qui sont organisées, au cours desquelles des villages entiers sont incendiés. Les civils sont tués ou arrêtés et déportés. Mais avant d'en venir là, l'Allemand tente de justifier ses exactions criminelles aux yeux d'une opinion susceptible. Il promulgue, nous allons le montrer, un véritable code des otages. Et fin de faire respecter seulement le droit chaque fois qu'il procède à des exécutions en représailles. La prise des otages est, vous le savez, prohibée par l'article 50 de la Convention de La Haye. Je vous donne lecture de ce texte qui figure dans la 4e Convention. Article 50. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. Et cependant, perfidie, le grand état-major allemand, le gouvernement allemand s'appliqueront à faire oublier ce droit et à ériger en droit la violation systématique de la Convention de La Haye. Je vais vous décrire comment l'état-major formera son pseudo-droit des otages. Pseudo-droit qui en France trouvera son expression définitive dans le code des otages de Stulpnagel. Je vous montrerai au passage quels sont parmi ces accusés les principaux coupables de ce crime. Le 15 février 1940, dans un rapport secret destiné à l'accusé Göring, l'OKV justifie la prise d'otages ainsi qu'en fait foi l'extrait d'un document coté 1585 dont je me propose de donner lecture. Ce document est daté à Berlin du 15 février 1940. Il porte la mention Commandement suprême de l'armée, secret, au ministre du Reich de l'aviation, commandant suprême de l'armée de l'air, objet arrestation d'otages.
Suivant l'opinion de l'OKV, l'arrestation d'otages est justifiée dans tous les cas où la sécurité des troupes l'exige pour l'exécution d'ordres reçus. La plupart du temps, il faudra y recourir en cas de résistance ou d'hostilité de la part des populations des régions occupées, sous réserve toutefois que la troupe soit au combat ou qu'elle se trouve dans une situation telle qu'il n'existe nul autre moyen d'assurer la sécurité. Quatrième paragraphe. Pour le choix des otages, leur arrestation ne devra avoir lieu que si les fractions hostiles de la population ont intérêt à ce qu'ils ne soient pas exécutés. Les otages seront donc choisis dans les milieux de la population dont on peut attendre une attitude hostile. L'arrestation des otages devra se faire parmi les personnes dont le sort est susceptible d'influencer les meneurs. Ce document est déposé par la délégation française sous le numéro 267. À cette thèse, l'accusé Göring n'éleva jamais aucune objection que je sache. Voici encore un paragraphe émanant d'une instruction F508 du commandant en chef de l'armée de terre en France, section administrative, signé Strochius, 12 septembre 1940. 3 mois après le début de l'occupation, les otages y sont définis de la manière suivante. Je cite, page 2, numéro 4. Les otages sont des habitants du pays qui garantissent de leur vie l'attitude impeccable de la population. La responsabilité de leur sort se trouve ainsi placée entre les mains de leurs compatriotes. Par suite, la population doit être publiquement menacée de voir les otages rendus responsables des actes inamicaux de chacun. Seuls les citoyens français peuvent être pris comme otages. Seuls les citoyens français peuvent être pris comme otages. Les otages ne peuvent être rendus responsables que des actions commises après leur arrestation et après la proclamation publique. Même définition des otages dans l'ordonnance F510 du 26 mars 1941, signée de Stulpnagel. Cette ordonnance abroge 5 ordonnances antérieures du 12 septembre 1940. La question a fait l'objet de nombreux textes et 2 ordonnances d'état-major dont les dates sont indiquées en tête du document, 2 novembre et 13 février. Page 2, généralité. Premièrement, si des actes de violence sont commis par les habitants du pays contre les membres de l'armée d'occupation, si des locaux et des installations de l'armée sont endommagés ou détruites, ou si quelque autre attaque est dirigée contre la sécurité des services allemands ou des unités, et
que d'après les circonstances, la population du lieu du crime ou de la région avoisinante peut être considérée comme responsable ou co-responsable pour ces actions de sabotage. Des mesures de prévention et de répression peuvent être ordonnées par lesquelles la population civile doit être à l'avenir terrorisée et empêchée de commettre ou de provoquer ou de souffrir des actes semblables. La population doit être traitée comme co-responsable des actions de sabotage des individus si, par suite de son attitude générale vis-à-vis des forces armées allemandes, elle a favorisé des actions inamicales de quelques-uns, si, par sa résistance passive au cours de l'enquête de précédents actes de sabotage, elle a encouragé des éléments mal intentionnés à de semblables actes, ou encore, si elle a créé un terrain favorable à l'opposition contre l'occupation allemande. Toutes les mesures doivent être prises de façon à pouvoir être exécutées. Des menaces sans exécution font l'effet d'une faiblesse. Ces deux lignes sont en haut de la page 3 dans le texte français. Je dépose ces deux documents sous les numéros 268 et 269. Jusqu'ici, nous ne trouvons pas encore trace dans ces textes allemands d'une affirmation pouvant laisser penser que la prise et l'exécution des otages constituent un droit pour la puissance occupante. Mais voici un texte allemand qui, d'une façon explicite, formulera cette idée. Il est coté dans votre livre de documents F507. Daté à Bruxelles du 18 avril 1944, il émane du juge, chef auprès du commandant en chef militaire en Belgique et dans le nord de la France, et il est adressé à la commission allemande d'armistice à Wiesbaden. Il porte, en marge, affaires secrètes de commando. Objet: exécution de 8 terroristes à Lille le 22 décembre 1943. Référence: document de Lille. Vous lirez au milieu du deuxième paragraphe du texte: je maintiens mon point de vue, à savoir que les mesures prises par l'Oberfeldkommandantur de Lille en vertu de la lettre de mon groupe police du 2 mars 1943 repose, il y a une erreur, on a tapé 1944, repose, contrairement à l'opinion de la commission d'armistice, sur des bases juridiques solides et reste valable. La commission d'armistice est très bien placée pour déclarer aux Français, si toutefois il lui plaît d'entrer dans les détails à ce sujet, et alors retenons ces mots, ils sont capitaux, que des exécutions ont eu lieu conformément aux principes généraux du droit régissant les otages.
Il s'agit donc bien d'une doctrine d'État. Des innocents deviennent un gage. Ils répondent sur leur vie de l'attitude de leurs concitoyens à l'égard de l'armée allemande. Si une faute est commise à laquelle ils sont étrangers, ils sont l'objet d'une sanction collective allant jusqu'à la mort. Ceci est une thèse officielle allemande, imposée par le haut commandement allemand, malgré les protestations de la commission d'armistice allemande de Wiesbaden. Je dis thèse imposée par le commandement allemand et j'en apporte la preuve. Qu'est-elle? Le 16 septembre 1941, a signé un ordre général qui a déjà été lu, qui a été déposé par mes collègues américains sous le numéro 389 PS et que je vais me contenter de commenter. Cet ordre s'applique à toutes les régions occupées de l'Est et de l'Ouest, ainsi qu'il établit la liste des destinataires, qui sont entre autres tous les commandants militaires des pays alors occupés par l'Allemagne, France, Belgique, Norvège, Hollande, Danemark, Ostland, Ukraine, Serbie, Salonique, sud de la Grèce, Crète. Cet ordre a été appliqué pendant toute la durée de la guerre. Nous avons un violent esprit de répression anticommuniste. Il vise toute répression à l'égard des populations civiles. Cet ordre qui s'applique même aux commandants dont les troupes stationnent à l'ouest, leur indique que dans tous les cas où des attentats seront commis contre l'armée allemande, il faut établir, lisez le deuxième paragraphe du texte, il faut établir qu'il s'agit là d'un mouvement de masse dirigé par Moscou selon un plan d'ensemble auquel sont aussi à imputer les actions isolées de médiocre importance enregistrées dans des régions demeurées jusque-là tranquilles. En conséquence, Keitel ordonne, entre autres choses, de mettre à mort de 50 à 100 communistes par soldats allemands tués. Voilà une idée politique que nous retrouverons constamment dans toutes les manifestations du terrorisme allemand. Pour la propagande hitlérienne, toute résistance à l'Allemagne est d'inspiration, sinon d'essence communiste. Par là, les Allemands espèrent écarter de la résistance les nationalistes supposés hostiles au communisme.
Mais les nazis poursuivent un autre but. Ils espèrent encore et surtout diviser la France et les autres pays vaincus de l'Ouest en 2 fractions et demie et mettre à leur service l'une de ces fractions sous prétexte d'anticommunisme. Would that be a convenient time to break off for 10 minutes? Nous en étions restés à cet ordre du 16 septembre 1941 signé de l'accusé Keitel et qui domine, ainsi que je vous l'ai expliqué, toute la matière des otages. Cet ordre, le 24 septembre 1941, l'accusé Keitel l'a confirmé. Nous le déposerons sous le numéro 271 et vous le trouverez dans votre livre de documents, côté RF 554. Je vous lirai le 2e paragraphe. Je vous demande pardon. Le 1er paragraphe, veux-je dire. Suite aux directives données émanant du Führer, l'Oberkommando de la Wehrmacht a publié le 16 septembre 1941 un règlement relatif au mouvement révolutionnaire communiste dans les pays occupés. Le règlement a été adressé au ministère des Affaires étrangères, au bon soin de monsieur l'ambassadeur Ritter. Le règlement traite également de la question de la peine capitale devant les tribunaux militaires. Il en résulte que désormais les mesures les plus sévères doivent être prises dans les territoires occupés. Le choix des otages est indiqué encore dans un document 877 PS dont il vous a été donné lecture, qui est d'ailleurs antérieur à l'agression de l'Allemagne contre la Russie, mais qu'il est nécessaire de rappeler ici parce qu'il montre la préméditation du commandement allemand et du gouvernement nazi de diviser les pays occupés
de retirer à la résistance des patriotes son caractère patriotique, pour lui substituer un caractère politique qu'il n'a jamais eu. Vous trouverez à la page 2 quatrième paragraphe du document 877, déposé sous le numéro 273, la phrase suivante. On peut tenir pour assuré, c'est le quatrième paragraphe, à ce sujet, on peut tenir pour assuré qu'en dehors des adversaires habituellement combattus par nos troupes, vient cette fois-ci s'ajouter un élément de la population civile particulièrement dangereux, destructeur de tout ordre établi et porteur de la propagande judéo-bolchevique. Il n'est pas douteux que partout où il le peut, il utilise contre l'armée allemande, au combat et pacifiant le pays, son arme de la désintégration sournoise et du guet-apens. Fin de citation. Ce document est un document officiel émanant du quartier général du haut commandement de l'armée de terre. Il exprime la doctrine générale de tous les états-majors allemands. Or, c'est Keitel qui préside à la formation de cette doctrine. C'est lui qui a ordonné cette politique. Il n'est donc pas seulement un homme de guerre aux ordres de son gouvernement, mais en même temps qu'un général, un politicien nazi, dont les actes sont à la fois les actes d'un chef de guerre, mais aussi les actes d'un homme politique au service de la politique hitlérienne. Vous en avez la preuve par le document dont je viens de vous donner lecture. Un général politicien, ou plutôt la politique et la conduite de la guerre confondues dans une seule préoccupation, cela n'est pas surprenant pour qui connaît la ligne de la pensée allemande, qui n'a jamais séparé la guerre de la politique. N'est-ce pas Clausewitz qui a dit que la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens? Ceci est doublement important. Ceci constitue une charge directe et accablante contre Keitel, mais Keitel, c'est le grand état-major allemand. Or, cet organisme est mis en accusation
Et vous voyez au passage, par ce document, que cette mise en accusation est justifiée, car l'état-major allemand a trempé dans la politique criminelle du cabinet allemand. Pour la France, les ordres généraux de Keitel ont été adaptés par Stülpnagel. Très difficile à dire. Dans son ordre du 30 septembre 1941, plus connu en France sous le nom de Code des otages, qui reprend et précise des ordres antérieurs, notamment celui du 23 août 1941. Cet ordre du 30 septembre 1941 est capital pour qui veut exposer les circonstances dans lesquelles furent fusillés les otages français. C'est pourquoi je serai obligé de vous en donner de larges extraits. Il définit dans son paragraphe 3 les catégories de Français qui seront considérés comme otages. Je vous donne lecture de ce document que je dépose à votre tribunal sous le numéro 274, à la barre de votre tribunal sous le numéro 274. Page 1, premier paragraphe. Prise d'otage. C'est le document 1588 PS, Monsieur le Président. Il doit venir dans votre livre de documents après le document RF 545. Yes, we have it. Le premier paragraphe a trait à la prise des otages. Je lis. Le 22 août 1941, j'ai fait paraître la communication suivante. Le matin du 21 août 1941, un membre de l'armée allemande a été victime à Paris d'un attentat mortel. Je décide par suite. Premièrement, que l'ensemble des Français actuellement détenus pour quelque cause que ce soit dans un service allemand ou pour un service allemand sont considérés à partir du 23 août comme otages. Deuxièmement, parmi ces otages, un certain nombre sera fusillé par la suite, relativement à la gravité de l'acte commis. Deuxièmement, le 19 septembre 1941, j'ai ordonné par une note à l'ambassadeur du gouvernement français auprès du commandement militaire en chef en France qu'à partir du 19 septembre 1941, tous les Français de sexe mâle
qui se trouvent en état d'arrestation pour activité communiste ou anarchiste, soit auprès des services français, ou qui s'y trouveront à l'avenir, doivent être mis par les services français en état d'arrestation pour le commandant en chef militaire en France. Se basant sur ma note du 22 août 1941 et sur mon ordre du 19 septembre 1941, les groupes ou personnes suivantes sont par suite otages. Petit a. L'ensemble des Français qui sont actuellement détenus par les services allemands pour quelque raison que ce soit. Par exemple, arrestation de police, détention préventive, détention punitive. Petit b. L'ensemble des Français qui sont détenus par les services français en France pour les services allemands à ce groupe appartiennent. Double A. L'ensemble des Français qui sont mis en état d'arrestation par les services français pour activité anarchiste ou communiste. Double B. L'ensemble des Français qui auront à accomplir une peine privative de liberté sous le contrôle des autorités françaises à la demande des tribunaux militaires allemands. Double C. L'ensemble des Français qui, sur la demande des services allemands, ont été arrêtés par les services français ou seront maintenus en état d'arrestation ou seront remis aux services français par les services allemands avec la mission de les garder en état d'arrestation. C. Les habitants du pays qui n'appartiennent à aucun État et qui vivent depuis assez longtemps en France sont considérés comme Français au sens de ma proclamation du 22 août 1941. Troisièmement, levée d'écrou. Les personnes qui n'étaient pas en état d'arrestation les 22 août et 19 septembre 1941. Mais qui auraient été arrêtées plus tard ou qui seront arrêtées dans la mesure où les définitions précédentes ne les concernent pas, ne rentrent pas dans les otages. La libération des personnes en état d'arrestation par participation de la peine, par expiration de la peine, je vous demande pardon, c'est une erreur de dactylographie, par expiration de la peine, par levée d'écrou ou par toute autre raison, ne sera pas empêché par ma proclamation du 22 août 41. Les personnes relâchées ne peuvent être prises comme otages, dans la mesure où des personnes se trouvent en état d'arrestation auprès des services français pour activité communiste ou anarchiste, leur libération n'est possible, ainsi que je l'ai fait savoir au gouvernement français qu'avec mon approbation. À la fin de ce paragraphe, vous lisez cette phrase. Parmi ces groupes de Français qui sont exploitables aux yeux du commandement militaire allemand,
On pourra, à l'occasion d'un incident survenu, dresser des listes d'otages à exécuter immédiatement. Which paragraph are you reading? C'est à la fin du paragraphe, c'est le résumé du paragraphe 4, in fine. Je vais vous lire entièrement le texte si vous voulez m'accorder audience un moment. C'est un texte capital qu'on ne peut pas résumer utilement. Paragraphe 4. S'il se produit un événement qui rende nécessaire, conformément à ma proclamation du 20... S'il se produit un événement qui rende nécessaire, conformément à ma proclamation du 22 août 1941, paragraphe 6, paragraph 6. Page 7, page 4. S'il se produit un événement qui rende nécessaire, conformément à ma proclamation du 22 août 1941, de fusiller des otages, l'exécution doit suivre immédiatement l'ordre. Les chefs de circonscription doivent, par suite, choisir dans la circonscription, parmi l'ensemble des prisonniers, ceux qui, particulièrement, peuvent être choisis pour une exécution et les porter sur une liste d'otages. Ces listes d'otages servent de base aux propositions qui doivent m'être faites en cas d'exécution. Premièrement, d'après les observations faites jusqu'ici, on peut admettre que ceux qui commettent des attentats proviennent des milieux terroristes, communistes ou anarchistes. Les chefs de circonscription ont, par suite, à choisir immédiatement parmi les détenus les personnes qui, par leur attitude antérieure communiste ou anarchiste, ou par leur fonction dans de semblables organisations, sont à considérer en premier lieu en vue d'une exécution. Dans le choix, il faut tenir compte que l'efficacité répressive des exécutions d'otages est d'autant plus grande sur les auteurs d'attentats et sur les personnes qui, en France ou à l'étranger, portent la responsabilité spirituelle comme donneurs d'ordre ou comme propagandistes pour les actes de sabotage et de terrorisme, que des personnes connues sont fusillées. L'expérience prouve que les donneurs d'ordre et les milieux politiques qui ont un intérêt aux attentats méprisent la vie de leurs petits complices. Mais, par contre, protègent au maximum la vie de leurs anciens fonctionnaires connus. Par suite, il faut inscrire en première ligne dans les listes. Petit a, les anciens députés et fonctionnaires des organisations communistes ou anarchistes. Permettez-moi un commentaire, messieurs. Il n'y eut jamais d'organisation anarchiste ayant des parlementaires dans l'une quelconque de nos chambres. Et ce paragraphe petit a ne pouvait viser
que les anciens députés et fonctionnaires des organisations communistes, dont nous savons d'ailleurs que certains furent exécutés par les Allemands comme otages. Petit b. Les personnes intellectuelles qui ont porté leurs efforts pour la diffusion de la pensée communiste par la parole ou par l'écrit. Petit c. Les personnes qui, par leur attitude, ont prouvé leur activité dangereuse. Petit d. Les personnes qui ont collaboré à la distribution des tracts. Une idée préside à ce choix. Une idée préside à ce choix. Il faut frapper les élites. Et conformément au paragraphe B de cet article, nous verrons les Allemands fusillés en 1941 et 1942 à Paris, dans les villes de province, de nombreux intellectuels, parmi lesquels Solomon, Politzer. Je reviendrai sur ces exécutions lorsque je vous donnerai des exemples des atrocités allemandes commises à propos de la politique des otages en France. Deuxièmement, une liste d'otages prise. Je reviens au texte. Deuxièmement, une liste d'otages prise dans le rang des prisonniers gaullistes est à établir suivant les mêmes directives. Is it known what the date of that document was? Is it known what the date? Le document est postérieur au 16 septembre 1941. Nous n'avons pas sa date. Ce document est annexé à un autre document dont la date est illisible. Mais il est postérieur à l'ordre de Keitel, car il rend compte d'exécutions d'otages faites par application de cet ordre. Il fait observer que, après l'exécution des otages, on a découvert les coupables et que l'effet a été déplorable et a suscité le ressentiment d'une partie de la population. Vous trouverez aussi dans ce document 1587 en page 2, mais cette fois extrait du rapport mensuel du commandant de la Wehrmacht aux Pays-Bas, rapport du mois d'août 1942, un nouvel avertissement à Keitel. B. Événements particuliers et situations politiques. À l'occasion d'une tentative d'agression contre un train de permissionnaires qui devait arriver conformément à l'horaire à Rotterdam, un garde-barrière hollandais
a été grièvement blessé pour avoir touché un fil de fer relié à une charge d'explosif, provoquant ainsi l'explosion. Par la publication dans toute la presse hollandaise, les mesures suivantes de répression ont été annoncées. Le terme du délai fixé pour l'arrestation des auteurs, avec la collaboration de la population, est fixé au 14 août à minuit. Une récompense de 100 000 florins a été fixée pour une dénonciation qui restera confidentielle. En cas de non-arrestation des auteurs dans les délais prévus, menace d'exécution d'otages, surveillance des lignes de chemin de fer hollandais. Étant donné que malgré cette sommation, l'auteur ne s'est pas présenté ou n'a pu être trouvé nulle part, les otages suivants, qui se trouvaient déjà depuis quelques semaines détenus comme otages, ont été fusillés sur ordre du chef des SS et de la police. Je passe sur l'énumération des noms. Je mets le paragraphe suivant. Et je lis. L'opinion publique a été tout particulièrement impressionnée. I think you might read not the names, but the offices. Ruys Willem, directeur général Rotterdam. Comte E.O.G. van Limburg-Stirum Arnhem. Baeld Robert, juriste Rotterdam. Benneker Christoffel, ancien inspecteur général de la police Rotterdam. Baron Alexandre Schimmelpenninck von der Oy, Nord-Gouv-Zélande. Un paragraphe plus loin. L'opinion publique a été tout particulièrement impressionnée par l'exécution des otages. Les rapports ci-joints expriment l'opinion que, depuis le début de l'occupation, aucun coup porté par les Allemands n'a été plus profondément ressenti. De nombreuses lettres anonymes, ainsi que des lettres signées, adressées au commandant de la Wehrmacht, considéré comme responsable de ces événements inouïs, dévoilent les divers sentiments qui dominent l'opinion publique. Depuis l'insulte haineuse, aux conjurations dévotes et aux prières de ne pas recourir aux mesures extrêmes, aucune nuance ne manquait à l'expression de la réprobation et à l'incompréhension, et l'incompréhension est complète en ce qui concerne d'abord les menaces et ensuite l'exécution des otages. On a relevé dans cette correspondance des reproches d'infraction méprisables aux droits des gens. Reproches malgré tout sérieusement fondés et qui font réfléchir. Puis à nouveau des cris de détresse d'idéalistes qui croyaient encore, malgré tout ce qui s'est passé, à la possibilité d'une entente germano-hollandaise et qui voient maintenant tout gâché.
à côté de tout cela, verse le reproche qu'avec de telles méthodes, on fait le jeu des communistes qui doivent se réjouir d'avoir réussi, eux, seuls vrais militants et saboteurs, de joindre l'utile à l'agréable en faisant exécuter de tels otages. En résumé, une telle répudiation, jusque dans les rangs des rares Hollandais et germanophiles, n'a jamais été enregistrée. Une telle haine n'a jamais été constatée jusqu'à présent. Signé Schneider, capitaine. Malgré ces avertissements prodigués par des subordonnés consciencieux, ni l'état-major, ni Kettel n'ont jamais donné d'ordre contraire. L'ordre du 16 septembre 41 est toujours resté en vigueur. Lorsque je vous exposerai des exemples des exécutions d'otages en France, vous verrez que bon nombre de faits que j'utiliserai datent de 1942, 1943 et 1944. De Falkenhausen, du 19 septembre 1941. Déposé sous le numéro 275 en tant que constituant le rapport officiel du Royaume de Belgique contre les principaux criminels de guerre. Deuxième document, C46, qui correspond à UK 42, C46 46, correspondant à UK 42, du 24 novembre 1942, déposé sous le numéro 276. Pour la Hollande, un avertissement de 6 quart, dont il vous paraîtra peut-être nécessaire que je donne lecture, car 6 quart est de nos accusés. Very well. Wait till I've got the document. Il est à l'intérieur du rapport officiel hollandais F224A Are you sure it is C46 and not C48? I don't seem to have C46. I've only got C48. C'est C46 le précédent. C46 et UK42. Dans votre livre de documents, vous le reconnaîtrez à ce qu'il porte. Dans le coin à gauche, le numéro 1337. Oh yes, it must have been omitted from my book, I think. You got it? Yeah. Very well. Alors nous le déposerons.
Pour la Hollande, F224A, avid 6 in quarto. Pour la destruction ou la détérioration d'installations ferroviaires, de câbles téléphoniques et de bureaux des PTT, je rends responsable toute la population de la commune sur le territoire de laquelle ces actes sont commis. La population de ces communes doit s'attendre à ce que des représailles se portent sur la propriété privée et que des maisons ou des pâtés de maisons soient détruits. I'm afraid I don't know where you're reading. Which paragraph are you reading? On me signale, Monsieur le Président, que ce document n'a pas été broché avec le rapport de la Hollande. Je le ferai déposer à la fin de cette audience, si vous me permettez. All right. La population de ces communes, je vais le lire, la population de ces communes doit s'attendre à ce que des représailles se portent sur la propriété privée et que des maisons ou des pâtés de maisons soient détruits. But, Monsieur de Bost, are you reading from C46? Je l'ai déposé seulement, Monsieur le Président. You're not reading from it. You're reading from some other document, are you? Are you reading from some other document? Je cite maintenant un autre document, l'avertissement de 6 in quart pour la Hollande. Yeah. And that is what number? Numéro 152 du livre de documents ayant trait à la justice allemande qui sera déposé pour l'audience de demain. Monsieur de Bost, are you now proposing to read from some document which is not in our document book? Je reporterai à demain sa lecture, Monsieur le Président. Very well. Very well. Read it tomorrow then. Pour la Norvège et pour le Danemark, nous avons quelques documents qui établissent que la même politique d'exécution des otages a été suivie. Nous avons notamment un document C48 dont je vous ai donné lecture tout à l'heure. Tous ces ordres particuliers pour chacune des régions occupées de l'Ouest sont la conséquence de l'ordre général de Keitel dont il a déjà été donné lecture par mes collègues américains et que je me suis contenté de commenter ce matin.
La responsabilité de Keitel dans le développement de la politique d'exécution d'otages est totale. Des avertissements lui ont été donnés des généraux allemands même l'ont prévenu que cette politique dépassait le but poursuivi et pouvait devenir dangereuse. Le 16 septembre 1942, le général Falkenhausen lui adressait une lettre dont j'extrais le passage suivant. C'est le document 1594 PS que je dépose sous le numéro 281. Did you say 1594? C'est exact, Monsieur le Président. Sous ce pli, je cite, sous ce pli est présenté un tableau des exécutions d'otages qui ont eu lieu jusqu'à ce jour dans mon secteur de commandement et des événements qui ont donné lieu à ces exécutions. Pour une grande partie des cas, spécialement pour les plus graves, les auteurs ont été arrêtés par la suite et frappés d'une condamnation. Ce résultat n'est en aucune manière susceptible d'apporter des apaisements. L'effet est moins intimidant que destructeur du droit et de la sécurité dans le sentiment de la population. Le fossé entre les parties de la population soumise aux influences communistes et le reste de la population sera comblé. Tous les milieux seront remplis d'un sentiment de haine contre les forces d'occupation et des éléments importants de haine seront apportés à la propagande ennemie. Il en résulte des périls militaires et des répercussions de politique générale d'une nature radicalement inopportune. Signé Falkenhausen. « 1587, PS, troisième feuillet. Du même général allemand, qui, celui-là, me paraît lucide. Troisième paragraphe du troisième feuillet. Par ailleurs, je veux signaler encore ce qui suit. Dans plusieurs cas, les auteurs d'agressions et d'actes de sabotage ont été découverts. Wait a moment. We haven't found the document yet. 1587,
PS. Troisième feuillet. Quatrième feuillet. You see, Monsieur de Bost, these documents aren't all numbered, so they're very difficult to find. Wait a minute. It's just immediately before. 15 is immediately before 15. 1587, quatrième feuillet, Monsieur le Président. Go ahead. Yeah, we've got it. Page 4, do you say? Quatrième page. Troisième paragraphe. Par ailleurs, Yeah. je veux... Ce document est du même général. Par ailleurs, je veux signaler encore ce qui suit. Dans plusieurs cas, les auteurs d'agressions ou d'actes de sabotage ont été découverts, alors que des otages avaient déjà été fusillés peu après les actes criminels conformément aux instructions reçues. D'ailleurs, les véritables auteurs n'appartenaient souvent pas au même milieu que les otages. Sans aucun doute, en de tels cas, l'exécution d'otages ne provoque pas la terreur, mais plutôt l'indifférence de la population à l'égard des mesures de répression, ou même le ressentiment d'une partie de la population plutôt passive jusque-là. Elle agit ainsi négativement à l'égard de la puissance occupante dans le sens des intentions des agents anglais qui sont souvent les instigateurs. Il est donc nécessaire de prolonger les délais dans les cas où l'on peut encore espérer l'arrestation des coupables. Je prie également de me laisser la responsabilité de l'appréciation des délais afin d'obtenir le plus grand succès possible dans la lutte contre les actes terroristes. Troisièmement, les Allemands de sang ayant la nationalité française qui sont en état d'arrestation à cause de leur activité communiste peuvent être compris sur les listes. Leur appartenance allemande est à relever dans le formulaire joint. Des personnes qui ont été condamnées à mort, mais qui ont été graciées, peuvent être inscrites sur les listes. Cinquièmement, dans les listes, pour chaque circonscription, 150 personnes, et pour le commandement du Grand Paris, de 3 à 400 personnes sont à inscrire. Comme dans la mesure du possible, on doit saisir dans les exécutions les personnes habitant dans le ressort du lieu du crime. Les chefs de circonscription ont donc chaque fois apporté sur la liste les personnes qui avaient leur dernière résidence ou leur domicile dans la circonscription. Dernier paragraphe du cinquièmement, les listes doivent être tenues à jour. Il faut tenir compte particulièrement de nouvelles arrestations et libérations. Septièmement, en chiffres romains, dans le texte en français.
Proposition d'exécution. Si un incident se produit qui rende nécessaire l'exécution d'otages, au sens de ma proclamation du 22-8-41, le chef de la circonscription dans laquelle l'incident s'est produit doit choisir dans la liste des otages les personnes dont il veut me proposer l'exécution. Au cours de son choix, il doit se saisir, dans la mesure du possible, de personnes appartenant au milieu probable des coupables. Pour les exécutions, je saute un paragraphe. Pour les exécutions, ne peuvent être proposées les personnes qui étaient déjà en état d'arrestation au moment de l'attentat. La proposition doit donner le nombre des personnes proposées pour l'exécution et l'ordre dans lequel le choix est recommandé. Et tout à fait à la fin de ce paragraphe, du paragraphe 8, nous lisons: au moment de l'enterrement des cadavres, il faut éviter que par la mise en fosse commune d'un assez grand nombre de personnes dans un même cimetière, des lieux de pèlerinage soient créés qui maintenant ou plus tard seraient des centres de noyautage pour une propagande anti-allemande. C'est pour cela que, autant que possible, l'enterrement doit avoir lieu dans des localités différentes. Parallèle à ce document valable pour la France, il existe en Belgique un ordre de Falkenhausen du 19 septembre 1941 que vous trouverez à la page 6 du rapport officiel de la Belgique, côté F 683, que je vais déposer sous le numéro 275. Je m'excuse, messieurs. J'ai envoyé chercher le texte en allemand pour le remettre aux interprètes. Si vous voulez bien me le permettre, je vais vous lire la traduction en français. Et si vous le jugez nécessaire, nous donnerons ensuite le temps aux interprètes allemands de lire le texte allemand. Is the Belgian document in the substantially the same terms as the document you just read? Well, Parfaitement, Monsieur le Président. I don't think it's necessary for you to read that. Comme vous le voudrez. Il ne sera donc pas nécessaire non plus de donner lecture complète
de l'avertissement de Seyss-Inquart, valable pour la Hollande. Je pense qu'en vous reportant à ces documents qui figurent dans vos livres de documents, vous pourrez y puiser des éléments de conviction qui ne feront que confirmer ceux qui résultent de la lecture à laquelle je viens de procéder de l'ordonnance de Stumpfnagel. Pour la Norvège et le Danemark, il existe une lettre télétypée au commandement supérieur de la marine en date du 30 décembre 1944 de Keitel, que vous trouverez dans le livre de documents C48. Je lis la fin du paragraphe 1. Tout ouvrier d'un chantier doit savoir que tout acte de sabotage se produisant dans sa sphère d'activité entraîne pour lui personnellement ou pour les siens s'il disparaît les suites les plus graves. Page 2 du document 870 PS. Quatrièmement, à l'instant, je reçois un télétype du Feld-maréchal général Keitel demandant la publication d'une ordonnance d'après laquelle les complices et le cas échéant, leurs proches, responsabilité des parents, seront tenus collectivement responsables pour les actes de sabotage survenant dans leur entreprise. Et Terboven, qui a écrit cette phrase, a ajouté, et c'est lui qui condamne le maréchal Keitel, cette demande n'a de sens et n'aura de succès que si je peux effectivement procéder à des fusillades. L'ensemble de ces documents sera déposé. Monsieur de Bost, do I understand that in Belgium, in Holland, in Norway and in Denmark, there were similar orders or decrees with reference to hostages? Mais parfaitement, Monsieur le Président, je me proposais d'en donner lecture pour la Belgique, pour la Hollande, pour la Norvège. Pour la Belgique, par exemple, vous trouverez page 6 du document F683, qui est le document officiel du ministère de la Belgique de Justice, cinquièmement, réquisitoire. Which document is this? Page 6
du texte français. Yes, but what's the number of the document? 683, sir. 683. F683. Yes. Bruxelles, le 29 novembre 1945, 1 rue de Turin sur la première page, en haut à droite. Décret de Falkenhausen du 19 septembre 1941. C'est paragraphe 5 au milieu de la page. 6. À l'avenir, la population doit s'attendre à ce que, lors d'attaques par voie de fait sur un membre de l'armée ou de la police allemande, au cas où le ou les coupables ne pourront être arrêtés, un nombre d'otages en rapport avec la gravité du fait, au minimum 5, si l'attaque entraîne la mort, seront fusillés. Tous les détenus politiques en Belgique sont considérés avec effet immédiat comme otages. Monsieur de Bost, I didn't want you to read these documents. I didn't want you to read these documents if they are substantially in the same form as the document you have already read. Ils sont à peu près dans la même forme, Monsieur le Président. Je les déposerai parce qu'ils constituent la preuve de la répétition systématique des mêmes procédés pour parvenir au même but, à savoir faire régner la terreur dans tous les pays occupés de l'Ouest. Mais si votre tribunal tient pour constant, pour établi, que ces procédés ont été systématiquement utilisés dans toutes les régions de l'Ouest, naturellement, je lui épargnerai la lecture de documents monotones et répétant en substance ce que dit le document relatif à la France. Bien, Monsieur le Président. Alors, je répète, pour la Belgique. Yes. F683. Page 6.